Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Alain Battisti. Aujourd'hui, dans cette fête de l'aviation, il y a énormément d'intervenants et non des moindres, puisqu'on a cette chance d'avoir Alain Battisti qui est présent. Il est pilote d'avion multimoteur, il est préservateur du patrimoine aéronautique. Ça veut dire qu'il a préservé un DC-3, mais pas que, puisqu'il y a aussi des Epsilon, il y a aussi un T-28, il y a encore d'autres avions, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient à l'étranger, aux États-Unis. Il est commentateur aéronautique parce qu'on le rencontre à Biscarrosse dans une rencontre aéronautique, mais avec l'utilisation du lac et donc des flotteurs, une autre aviation, et il en est le commentateur et également le cheville ouvrière. Il n'est pas que cela parce qu'au quotidien, son travail, c'est d'être président-directeur général d'une compagnie aérienne. Elle s'appelle Chalair. Le siège social est à Caen. Et puis, parallèlement, dans ses multiples activités, il est aussi président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Et c'est aussi à ce titre qu'aujourd'hui nous le recevons et qu'il nous accorde du temps pour parler du tour d'horizon du transport aérien. On a eu une période avant Covid, on a une période pendant Covid et on a une période après Covid. Alain, qu'en est-il? Oui, l'aviation commerciale, les avions de ligne, pour résumer, vivent une période extrêmement compliquée. Même si on a aujourd'hui des signaux un petit peu positifs, notamment avec la réouverture des États-Unis, on a vécu une période depuis le mois de mars 2020 qui a été une véritable descente aux enfers. Je crois que jamais dans l'histoire de l'aviation commerciale moderne, on a vécu une telle période depuis en fait le début de l'aviation moderne, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Même le 11 septembre 2001 n'avait pas causé un tel préjudice, ni aucune crise économique comme celle de 2008 ou encore le SRAS il y a une dizaine d'années. Donc nous avons perdu énormément de passagers, tout simplement parce que les frontières se sont fermées, les États, et c'est tout à fait légitime, on ne discute pas le fond des décisions sanitaires qui ont été prises partout dans le monde. Les États ont donc fermé leurs frontières et ont paralysé quelque part le moyen le plus moderne et le plus efficace de voyager qu'est l'avion. C'était valable pour les vols court courriers, que ce soit les vols intérieurs de l'Europe, le bassin méditerranéen ou des vols long courriers. Et cette situation, elle a été, comment dirais-je, dominée par des stop and go successifs. On a cru l'année dernière, en 2020, à une réouverture avec un été qui était prometteur. Il y a eu une espèce de petite bulle dont les compagnies ont profité, et surtout les passagers qui étaient à bord des avions. Ça s'est refermé cet hiver. Et de nouveau, l'été 21 a été marqué par la réouverture de l'Europe, ce qui a permis aux passagers de voyager très librement à l'intérieur de l'Europe, mais le long courrier est resté très fortement impacté par les restrictions, puisque l'Asie à ce jour reste encore fermée. L'Amérique du Sud est encore fermée aux voyageurs européens et aux voyageurs français. L'Amérique du Nord a été fermée également, ne rouvrira pour les États-Unis qu'à partir du mois de novembre. Seule l'Europe et une partie de l'Afrique sont restées ouvertes, même s'il a été très compliqué de rejoindre de l'Afrique du Nord. Donc tout ça, sont des restrictions qui sont, au risque de me répéter, tout à fait légitimes, on n'en discute, on ne vient pas. Simplement, c'est un impact très très fort sur les compagnies aériennes, et en particulier sur les compagnies aériennes françaises, qui sont très axées sur le long courrier, en particulier vers les DOM-TOM, que ce soit la Guyane, les Antilles, la Réunion. Et donc, on a une perte globale d'activité du mois de janvier au mois de juillet qui est quand même de presque 75% de l'activité. Je crois qu'aucun secteur économique n'a connu une telle descente aux enfers. Cette descente aux enfers, elle est due principalement également au fait que les passagers ne sont pas au rendez-vous. Quelles en sont les causes, si on peut les analyser? Clairement, les causes, ce sont les restrictions, c'est-à-dire le maintien de motifs impérieux sur un certain nombre de destinations, et puis la fermeture pure et simple de certaines destinations, enfin de la majorité des destinations auxquelles les voyageurs français ou européens pouvaient prétendre traditionnellement. Alors, comment dirais-je, cette situation,
elle est marquée par l'appétit des passagers, parce que l'envie de voyager demeure. L'envie de voyager est très très forte, et dès qu'une destination a été réouverte au cours du printemps ou encore de l'été, eh bien les passagers se sont massivement tournés vers ces destinations. Donc l'Europe cet été a connu un grand succès puisque toute l'Europe était ouverte aux passagers vaccinés. Et donc là, il y a eu un grand succès immédiat du court et moyen courrier, et ce sont essentiellement les low cost qui ont pu bénéficier de cette possibilité. Transavia, la grande low cost française qui appartient au groupe Air France, évidemment, a fait de bons scores sur juillet et sur août. Mais traditionnellement, les voyages, surtout sur juillet-août, c'est l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. C'est 40% de l'activité du groupe Air France tout de même. Et ça fait maintenant presque 20 mois, enfin ça fera 20 mois au mois de novembre que des destinations nous sont totalement fermées. Alors, la question était également sous-jacente. On parle de l'aérobashing. On a des personnes qui ont une particularité, c'est d'utiliser des drapeaux. Et ces drapeaux, on les agite dès lors qu'on en a besoin. L'aviation en est un, puisque l'aviation est porteur de tous les fantasmes. Et je défie quiconque, internaute ou autre, de me trouver un fantasme qui n'existe pas au travers de l'aviation, qu'il soit financier, qu'il soit le héros, qu'il soit le sexe, n'importe quoi. En fait, tout dans l'aviation, on le retrouve, et cette aviation est porteuse. On lui donne et on lui prête peut-être beaucoup. Alain. Oui, l'aviation est une cible commode, c'est une cible facile. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point, enfin du moins en 2019, pour prendre des chiffres, la dernière année de normalité, combien l'aviation est populaire, combien elle est démocratique, et elle est ouverte au plus grand nombre. Cette ouverture au plus grand nombre, eh bien, ça se traduit tout simplement par des tarifs bas. Ce sont des tarifs qui permettent de voyager partout sur des destinations court et moyen courrier pour aujourd'hui souvent moins de 150 € en aller-retour. Et ce sont bien évidemment les destinations long courrier. On trouve aujourd'hui des vols on trouvait des vols sur New York, pour prendre cet exemple, à moins de 500 €. Et donc c'est grâce à cette démocratisation qui a commencé au cours des années 70 et qui s'est complètement établie à partir des années 2000, c'est cette démocratisation qui a permis au plus grand nombre, aux jeunes, aux familles, de prendre l'avion. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, il y a eu jusqu'à un peu plus de 4 milliards de passagers sur Terre qui ont pu donc réaliser leur envie, leur besoin de voyager. Parce que voyager, c'est souvent une envie, c'est aller retrouver sa famille, c'est retrouver ses amis, c'est aussi aller poursuivre des études, c'est aussi se détendre et voyager pour aller retrouver des conditions meilleures de vie, de confort, de repos. Les raisons de voyager sont multiples et évidemment, il y a les raisons professionnelles, mais l'essentiel des gens qui prennent l'avion aujourd'hui, dans cette période que je qualifierais moderne, je ne parle pas de la période Covid, mais celle qui était pré-Covid, eh bien, ce sont des gens qui le font pour des raisons essentiellement personnelles. Et donc, c'est l'aviation de tous aujourd'hui, l'aviation commerciale. Donc, certes, l'aviation est une cible facile pour un certain nombre d'ultras qui veulent combattre un symbole, mais la réalité, c'est qu'il y a une adhésion extrêmement forte du plus grand nombre sur la planète, sachant que quand on regarde les courbes de progression du transport aérien, il faut quand même les examiner avec un petit peu d'attention. On n'a plus à l'intérieur de l'Europe de courbes extraordinaires à 15 ou 20% d'augmentation, y compris les États-Unis. C'est pareil, on a des courbes qui sont relativement moyennes. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés matures. Mais là où est l'expansion la plus forte du transport aérien, c'est l'Asie aujourd'hui. Donc vouloir combattre l'expansion de l'aviation, c'est un mauvais combat, c'est même un faux combat. C'est un cache-sexe. C'est-à-dire au lieu de s'intéresser aux vraies raisons qui conduisent à l'augmentation de la température sur Terre, au dérèglement climatique et ainsi de suite, eh bien, au lieu de s'intéresser aux vraies raisons qui sont les transports de marchandises à travers les bateaux, qui sont les transports, qui sont le chauffage urbain, qui sont les grandes activités polluantes que l'on connaît, eh bien, on s'intéresse à celles qui polluent le moins, c'est-à-dire 2 à 3%, mais c'est un symbole facile.
Et puis malheureusement, on a une certaine adhésion par facilité de gouvernements à l'intérieur de l'Europe en particulier, qui emboîtent le pas de ces ultras. Aujourd'hui, l'aviation, c'est une aviation démocratique, c'est l'aviation de tous. Et vouloir empêcher les gens de voyager, ben, c'est tout simplement vouloir restreindre leur liberté. Ça peut être un choix de société, c'est pas le mien, je crois que c'est pas celui de ceux qui nous regardent ou de celles qui nous regardent, mais bon, c'est quand même le paradoxe de notre société, c'est tout de même cela, quoi, de vouloir aller contre l'intérêt des gens, l'intérêt de la majorité. Très curieuse approche, surtout qu'elle est parfaitement inefficace en matière climatique. L'aviation de transport aérien a suivi des évolutions extraordinaires. En fait, c'est même elle qui est la feeder, on va dire, de tout le transport, qu'il soit bateau, voiture, vélo, trottinette, tout ce que l'on veut, ascenseur. Et toute la technologie est développée par des R&D, des recherches et développements des sociétés qui fabriquent des avions. On l'a vu, ça n'est pas dans un but écologique, c'est dans un but commercial, mercantile, c'est-à-dire acheter mon avion, il consomme moins, il emporte plus de passagers, il va plus loin, il est plus rentable. Mais cette recherche mercantile a eu un effet bénéfique puisqu'on est dans un créneau aujourd'hui où on est entre 2,5 et 3% de la pollution mondiale du transport, quand on a des bateaux qui sont à 70 ou 75%. Alors c'est vrai que le drapeau, il est aéronautique. Est-ce que vous, dans les compagnies aériennes, aujourd'hui, vous le ressentez au niveau de la FNAM, ce besoin d'avoir une évolution qui aille vers encore toujours le moins coûteux et donc le moins gourmand et donc le moins polluant? Alors, dans une compagnie aérienne, le carburant, puisque c'est de cela dont on parle, hein, l'émission le polluant, c'est le carburant que l'on consomme et qui émet donc notamment du CO2. Aujourd'hui, la facture de carburant pour une compagnie aérienne, c'est obsessionnel. C'est souvent le premier poste de dépense. Alors évidemment, ça dépend du profil de vol que l'on a. Sur un long courrier, on consomme beaucoup plus que sur un court et moyen courrier, mais clairement, c'est le premier poste de dépense d'une compagnie aérienne. Et donc, il a toujours été, depuis au moins 40 ou 50 ans, dans les objectifs principaux d'une compagnie aérienne, de réduire cette facture de carburant et de ce fait de réduire la pollution. Aucune industrie sur les 30 dernières années n'a connu de tels progrès. Et évidemment, ces progrès, ils ne sont peut-être pas assez rapides au regard, non pas de l'urgence climatique, mais de l'urgence psychologique qui entoure, j'allais dire, la réflexion autour de la pollution, de l'évolution du climat, de l'évolution de la biodiversité, etc. Donc on est sur des problématiques qui sont plus des problématiques psychologiques parce qu'évidemment, un constructeur d'avion ne peut s'emparer pour faire progresser son avion face à la performance globale de son avion, il ne peut qu'utiliser des briques technologiques disponibles. Or, ces briques technologiques, elles évoluent au rythme de la recherche et de la découverte des solutions. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a surtout un travail énorme, il y a une intelligence absolument considérable qui est développée, que ce soit en matière d'électronique, de recherche de nouveaux matériaux, de recherche de nouveaux moteurs, de recherche de nouvelles configurations aérodynamiques et ainsi de suite, pour arriver à des solutions qui permettent à l'avion d'être plus économe en carburant, la vitesse n'est plus une question aujourd'hui. Donc on garde des avions qui volent à peu près à la même vitesse, mais on cherche à les rendre les plus efficaces possibles. Eh bien, le rythme des évolutions technologiques sont des pas de l'ordre de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, on est à la veille d'une révolution qui sera vraisemblablement l'avion à hydrogène. Mais la mise au point de ces technologies et leur adoption en construction industrielle va prendre encore 5 à 10 ans. Il y a des solutions beaucoup plus immédiates que l'on pourrait adopter à horizon de quelques mois ou de quelques années, qui est sur la base des avions existants et des technologies mises en œuvre aujourd'hui, donc les moteurs actuels, ce serait tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle des carburants SAF, c'est-à-dire des carburants qui sont, comment dirais-je, issus d'une économie et d'une production éco-responsable, c'est-à-dire des carburants qui sont liés, enfin qui compensent totalement leur émission de CO2.
par la nature de leur production. Donc ces carburants, aujourd'hui, on pourrait parfaitement les adopter. Les moteurs qui existent sont déjà certifiés pour une utilisation jusqu'à 50%. C'est le cas par exemple du CFM56. Les systèmes de stockage, les systèmes de transport de ces carburants, eh bien, ce sont ceux qu'on utilise déjà pour le kérosène. Donc ce sont des kérosènes alternatifs qui ne sont pas disponibles en Europe, qui ne sont pas disponibles en France, en tout cas dans des quantités extrêmement faibles et à des coûts extraordinairement élevés. Or, ces carburants pourraient être utilisés immédiatement et entraîneraient une neutralité carbone immédiate. Puisqu'on sait déjà qu'on est capable d'aller au-delà des 50%, on pourrait aller à 95, voire jusqu'à 100% sur la base des moteurs existants, turboréacteurs, turbopropulseurs. Si vous allez par exemple à Los Angeles, vous pouvez faire le plein de votre avion et repartir avec du kérosène de cette nature qui vous permet d'avoir une neutralité carbone. Donc le point immédiat, si on voulait être pragmatique et efficace, c'est de développer l'utilisation de ces biocarburants, de la développer et de l'adopter immédiatement. Et ça, ce serait un quick win, enfin un gain immédiat qui est disponible. Il faut une décision politique, il faut une volonté politique, il faut également une production, donc il y a bien évidemment tout un ensemble de mécanismes économiques et industriels à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui est accessible très rapidement. On n'a pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans pour prendre ce genre de décision. Ensuite, il y a d'autres modes de résolution et de réduction de notre impact environnemental. C'est l'adoption d'un certain nombre de mesures en matière de trajectoire des avions. Ces trajectoires, ce sont notamment ce qu'on appelle la descente en continu. Aujourd'hui, on se heurte à des problèmes qui sont comment dirais-je, décalé par rapport à l'intérêt et à l'urgence climatique. On a des problèmes de refus de certains contrôleurs aériens d'appliquer ces descentes, de refus d'adoption d'automatismes et ainsi de suite. Ce sont des débats d'un autre âge. Je crois qu'il faut aller résolument. Rien que les réformes des descentes continues, on estime entre 4 et 6% de gains en termes de réduction d'émissions de CO2 pour les avions dans leur configuration actuelle. Donc on a des solutions immédiates, les descentes continues, donc une réforme du ciel, les carburants alternatifs, les biocarburants, les briques technologiques sur les nouvelles technologies en matière de motorisation, en matière d'aérodynamique, de voilure, parce qu'il n'y a pas que le CO2 qu'on va pouvoir gagner, on va gagner également en réduction du bruit. Tout cela, ça prendra un peu plus de temps, mais on a toute une palette de ressorts sur lesquels on peut agir, mais pour cela, il faut un débat serein, il ne faut pas rester dans l'aviation bashing, qui est en gros une forme d'aveuglement inutile. Il faut aller vers des débats sereins, poser toutes ces hypothèses sur la table et prendre des décisions. Elles sont accessibles aujourd'hui et elles nous permettraient d'améliorer l'acceptabilité de l'aviation globalement dans notre société, parce que nous sommes des gens parfaitement éco-responsables, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les constructeurs. Gardez en tête quand même que ce sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour l'économie de notre pays. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais aujourd'hui, c'est 350 000 emplois directs, c'est 4 à 5% du produit intérieur brut. C'est pas une anecdote, l'aviation, aujourd'hui en France. On a l'habitude de dire que nous sommes le pays de l'aviation, c'était totalement vrai historiquement, mais ça reste aujourd'hui encore une de nos activités phares, et c'est une activité exportatrice, c'est-à-dire qu'elle permet de contribuer globalement à la richesse du pays et pas seulement à la richesse des gens qui travaillent directement dans ces filières. Donc il faut être très attentif à ces impacts économiques, et ça aujourd'hui, dans le débat politique et dans le débat climatique, je trouve qu'on est souvent, on n'en tient pas compte, on est un peu hors sujet. Alors justement, on est dans la France avec notre aviation française, franco-française, on se déplace en France, en Europe limitrophe. Il y a des compagnies extérieures à la France qui, elles, n'appliquent pas la résolution attendue des gens qui se disent écologistes, alors qu'on le sait, nous-mêmes, les humains, on a une conscience également de notre planète, donc on n'est pas totalement idiot et totalement inconscient, bien au contraire, et c'est même pour cela qu'on en parle, parce qu'il faut effectivement ce débat serein.
lorsqu'on a des low cost et qui, elles, viennent de pays qui n'ont pas cette réflexion intellectuelle de l'écologie, je pense notamment aux pays asiatiques, peut-être aussi à la Russie, à des pays anglo-saxons qui viennent avec des low cost, elles ont accès à nos terrains, elles ont des tarifs relativement bas. Est-ce qu'elles ne sont pas celles qui vont remplacer justement l'aviation franco-française qui, elle, subit des décisions politiques? Oui, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet que la Fédération nationale de l'aviation marchande essaie de traiter un petit peu tous les jours. Bon, il est clair qu'en France, les conditions d'exploitation des compagnies aériennes ne sont pas les meilleures lorsqu'on fait une comparaison avec le reste de l'Europe. Le modèle low cost ne s'est pas développé en France, même si aujourd'hui, à travers Transavia ou à travers French Bee ou Air Caraïbes, on a deux exemples de compagnies françaises low cost, une court et moyen courrier et l'une qui est davantage long courrier. On ne peut pas dire qu'on est le berceau du low cost. Alors pourquoi? Parce que les conditions globales qui sont les conditions françaises d'employabilité du personnel, les conditions fiscales qui s'appliquent aux compagnies françaises, le coût des charges sociales, des cotisations qui sont extrêmement élevées, ne permettent pas de développer sereinement une compagnie au départ de la France. Bon. Maintenant, ça c'est un désavantage fondamental et il n'est pas illogique que des compagnies qui sont nées à l'étranger tirent leur avantage de leur pays d'origine. On pense évidemment à une compagnie irlandaise donc, qui reste au sein de l'Europe bien connue, mais on pense aussi à d'autres compagnies qui viennent aujourd'hui d'Europe de l'Est ou de compagnies anglaises qui se sont reconverties en devenant autrichiennes. Bon. Ces compagnies, elles ont d'abord un modèle économique qui fonctionne bien, qui a été travaillé avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, et j'allais dire à nous de faire pareil. Maintenant, elles conservent leur avantage des pays d'origine, de leur pays d'origine, en matière en particulier de fiscalité, de cotisation sociale. Et ça crée un déséquilibre extrêmement fort. Alors ça, ces conditions sont particulièrement valables pour comprendre pourquoi les compagnies françaises résistent mal sur le court et moyen courrier. Et donc les avions en gros monocouloirs de type Airbus 319-2021 ou 737. Sur le long courrier, c'est la prochaine bagarre. On avait eu avant la crise déjà une évolution très forte de la concurrence avec de nouvelles compagnies qui pour certaines s'étaient installées en France ou avaient développé des escales significatives. Je pense à Level qui appartenait au groupe IAG qui a disparu, qui a déposé le bilan, ou encore à Norwegian qui a cessé le long courrier. Donc ces modèles low cost avaient été largement développés par ces compagnies long courrier et c'est clairement la bataille de demain. Même si certains refusent d'y croire, personnellement, là c'est pas la position d'AFNAM, c'est ma position personnelle, je pense que clairement le prochain combat va être celui de la low cost long courrier, tout simplement parce que les passagers n'accepteront pas demain de payer 2 000 € alors qu'ils payaient 800 € pour la même destination en 2018 ou 2019. Donc c'est le prochain combat. Pour cela, il faudrait que la France se saisisse définitivement de nos enjeux et de l'enjeu de l'emploi français, parce que derrière, c'est de l'emploi, hein, clairement, et redonne un cadre un petit peu plus favorable. Alors, ce n'est pas le mouvement actuel, je le reconnais et je le dis très simplement, même s'il y a une volonté de préserver les compagnies et le gouvernement a beaucoup aidé les compagnies françaises en 2020 et 2021. Il faut le reconnaître et il faut le dire. Autrement, elles auraient purement et simplement disparu, des plus petites d'entre elles à la plus grande d'entre elles. Si le gouvernement du président Macron n'était pas intervenu, les compagnies auraient disparu et on aurait 150 000 emplois. Il n'y aurait pas eu de possibilité de résister. Et d'ailleurs, ce réflexe d'aide aux compagnies des ressortissantes a été pris par tous les pays du monde. Ce n'est pas spécifique à la France, mais en France, il y a eu un vrai accompagnement. Maintenant, il faudrait que cet accompagnement aille au-delà. D'abord pour sortir de la crise, parce que nous ne sommes pas encore revenus à une situation de normalité. Malgré l'ouverture des États-Unis à partir du mois de novembre, on n'est pas encore du tout, on n'imagine pas un retour à la normalité on n'imagine qu'à partir du mois de mars de l'année prochaine et sur une période qui prendra de l'ordre de 4 à 5 ans. Donc, entre aujourd'hui et
ce retour à une normalité supposée, on va dire, à partir du milieu de l'année prochaine, eh bien, il faut que le gouvernement et l'État nous accompagnent, continuent de permettre de maintenir l'emploi, parce que le défi pour les compagnies aériennes, ça a été d'éviter la casse sociale, et ça a été globalement évité. Et donc, il faut qu'on continue. Et puis, par ailleurs, il faut qu'on ajoute effectivement un cadre un petit peu plus favorable qui nous permette de combattre la concurrence à armes égales. C'est ce que les anglo-saxons appellent le level playing field, c'est-à-dire fonctionner sur un marché, parce que nous sommes sur un marché mondial et en tout cas européen, qui soit un petit peu plus équilibré en termes de conditions économiques. Et ça, c'est pas nous qui faisons les lois, c'est pas nous qui établissons les règles. Donc la loi de finances va être imaginée bientôt. On va prendre part évidemment au débat, on va essayer de réorienter un certain nombre de décisions qui pourraient être contenues dans cette loi de finances pour redonner des conditions un peu plus favorables au pavillon français, parce que le pavillon français, il vit un drôle de paradoxe, c'est-à-dire qu'il diminue chaque année depuis maintenant une vingtaine d'années, alors qu'on est sur un des plus beaux et un des plus gros marchés d'Europe, et même du monde. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui globalement a un pouvoir d'achat extrêmement élevé et qui a donc besoin de voyager et qui peut payer ses billets d'avion. On a ensuite des trafics ethniques qui sont très importants, très significatifs vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique, mais aussi vers l'Asie. Et puis enfin, on a ces marchés domiens vers la Réunion, vers la Guyane, vers les Antilles françaises, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, vers évidemment la Nouvelle-Calédonie et vers Tahiti. Et certaines de ces lignes, enfin elles sont relativement nombreuses, sont des lignes millionnaires. Et quand vous regardez la carte du monde, que vous analysez les lignes millionnaires dans le monde, à part la Chine, vous n'avez pas énormément de lignes qui s'expriment en millions de passagers. La France est un des rares pays qui a des lignes millionnaires. Donc on est sur un vrai marché. C'est pour ça que ce marché aiguise d'ailleurs tous les appétits et toutes les envies des concurrents européens et des concurrents bien sûr turcs ou des compagnies du Golfe. Donc on a bien compris, aujourd'hui l'aviation française est en danger. En danger devant la concurrence étrangère qui, elle, fait fi justement des obligations françaises, mais également gouvernementales, notamment en termes de taxes. On voit qu'on peut prendre des avions low cost sans payer les taxes pour les passagers, alors que la compagnie française, le passager dans la compagnie française a son prix du billet plus les taxes. Donc forcément, il y a une concurrence qui est un peu déloyale. Est-ce que cette concurrence déloyale va être un jour rectifiée ou pas? Est-ce que c'est en cours? Alors, nous l'appelons de nos voeux, évidemment, que cette concurrence déloyale soit pourchassée, soit condamnée et qu'on rétablisse ce fameux level playing field. Bon. Il y a des actions concrètes qui sont menées. Il ne faut pas imaginer que l'administration, que la DGAC et les ministères des Finances soient uniquement spectateurs des événements. Ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend, mais il existe quand même des mesures qui sont adoptées pour corriger les choses. Maintenant, il est compliqué de démontrer le caractère déloyal et de démonter certains schémas. Je pense par exemple à une fraude massive à la TVA. Certaines compagnies étrangères qui n'ont aucun établissement en France, et je dis bien c'est technique, aucun établissement en France, et qui pourtant font des vols d'un point de départ franco-français pour un point de départ français, dans le passé, et encore aujourd'hui à ma connaissance, ne s'acquittent pas de la TVA, alors que cette TVA, elle est de 10% et qu'elle est payée par l'ensemble des opérateurs, y compris par un certain nombre d'opérateurs étrangers, low cost, qui opèrent en France. Eh bien, il est compliqué de démontrer cette fraude, tout simplement parce qu'on ne peut pas poursuivre ces contrevenants, parce qu'ils n'existent pas administrativement en France. Donc il y a à la fois des contraintes techniques, j'allais dire, purement juridiques, et puis il y a la volonté de rechercher. Il y a aujourd'hui une certaine volonté de rétablir des éléments de concurrence un peu plus loyaux. Les outils sont en train de se développer. J'entends les outils légaux qui vont permettre à l'administration de mieux corriger tout cela. Mais on est quand même loin du compte et je crois que le problème, il est plus structurel. Un exemple très précis, les salaires aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, font l'objet d'un plafonnement de cotisation sociale. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil de cotisation sociale, on arrête de payer des cotisations. Bon, c'est pas le cas en France.
Donc c'est très pénalisant, notamment sur les salaires des pilotes, qui sont des salaires souvent un peu élevés et qui donc de fait continuent à payer des cotisations sociales pour les entreprises sans qu'il y ait de plafond, alors qu'en Allemagne, qui n'est pas un pays où on abandonne les gens dans la rue et où on a une absence de sécurité sociale, eh bien il existe un plafonnement des cotisations sociales. Donc il y a à la fois des mesures contre la concurrence déloyale qui doivent être adoptées et renforcées, mais il y a aussi des réformes un petit peu structurelles en France qui ne sont toujours pas prises, qui le seront peut-être dans le futur. En tout cas, souhaitons-le. On approche pas loin de la fin, puisqu'on est déjà à 30 minutes d'intervention et d'intervention tellement passionnante qu'on y passerait la journée. Je suis aujourd'hui un jeune, je recherche un métier dans le monde de l'aéronautique. Est-ce que l'avenir est prometteur pour moi? Est-ce que je peux rentrer dans une école, devenir pilote, mécanicien, hôtesse de l'air, agent de sécurité, agent du sol? Qu'en est-il? Oui, je crois qu'on reste dans des métiers qui sont attractifs, ceux que vous venez de citer, mais surtout ce qu'il faut considérer, c'est que l'aérien français, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les aéroports, les sociétés de handling, les constructeurs d'avions, les équipementiers, nous sommes de formidables ascenseurs sociaux. Les aéroports, par définition, sont rarement installés dans les quartiers les plus huppés. Les banlieues qui entourent les aéroports ne sont pas les plus riches régions de France, enfin en tout cas les plus riches territoires de France. Et c'est bien là que la plupart de nos salariés sont recrutés, sont issus. Et donc nous sommes de formidables ascenseurs sociaux. Aujourd'hui, on peut rentrer dans une compagnie aérienne, dans une société de handling, dans un aéroport, chez un constructeur d'avions, en ayant un niveau scolaire moyen ou faible, et bénéficier, parce que ce sont souvent des entreprises structurées, bénéficier de formations internes et de progresser jusqu'à des niveaux extrêmement élevés dans la hiérarchie à l'intérieur de ces entreprises. Donc nous sommes des ascenseurs sociaux. Ensuite, est-ce que l'aviation va continuer de recruter ? Oui, dans le domaine de la construction aéronautique, je crois que malgré la pause qui a été celle de 2020 et de 2021, il y a toujours des besoins. Il y a des besoins qui doivent être satisfaits des niveaux de qualification les plus faibles jusqu'au niveau des qualifications les plus élevées. Et c'est également le cas dans les compagnies aériennes, parce que les compagnies aériennes ont fait une pause pendant l'année 2021, les 2 années qui sont en train de pour l'année 21 qui se termine. On fait une pause, on stoppait les recrutements, on accélérait un certain nombre de restructurations. Mais lorsque le marché va revenir, il va y avoir immédiatement des besoins en matière d'équipage, qu'il s'agisse des équipages commerciaux, des équipages techniques. Et donc, il va y avoir un appel d'air. Alors, quand? Ça, ce serait bien compliqué. Je me garderais bien de donner un pronostic. Mais on peut garder espoir pour qu'à horizon de 2 ou 3 ans maximum, il y ait de nouveau un redémarrage de l'embauche dans ces métiers, parce que ce sont des métiers dont on a besoin, parce que, je répète, les passagers, les Français ont envie de voyager. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont envie de venir visiter la France. Rappelez-vous, l'objectif de la France, c'était d'avoir 100 millions de touristes. On a même rattaché le secrétariat au tourisme au ministère des Affaires étrangères parce qu'on considère que c'est un secteur stratégique. Et donc oui, il y a de l'espoir qu'on recrute de nouveau. Il faudra être patient, il faut imaginer que les formations sont longues, elles sont quelquefois très coûteuses, je pense en particulier aux formations de pilotes, mais aussi pour les mécaniciens. Mais il y a véritablement une option de redémarrage qui va se dessiner vraisemblablement au cours de l'année, deuxième partie de l'année 22, en 23 et en 24, que ce soit dans les compagnies françaises, mais aussi des compagnies plus largement européennes. Parce qu'il ne faut plus seulement penser France maintenant. Je crois que quand on ambitionne une carrière aéronautique, il faut imaginer pourquoi pas de la démarrer à l'étranger, en Europe ou ailleurs, quitte à revenir en France au bout de quelques années. C'est aussi ça l'enrichissement, la connaissance des autres, la découverte des autres pays, des autres territoires. Merci Alain Battisti, vous êtes, je le rappelle, président-directeur général de la compagnie Chalair, président surtout de la FNAM, qui nous a éclairé de ce que aujourd'hui l'aviation a subi de l'avant-Covid, de la Covid et puis de l'avenir, et cet avenir qu'on espère évidemment heureux pour tant notre pays, notre économie, et puis bien évidemment pour des acteurs économiques tels que vous, parce qu'être à la tête d'une compagnie aérienne, c'est loin d'être simple.
Merci de votre intervention et à tout bientôt.